Petit incident technique. Donc évidemment, c'est sur la notion d'il faut, c'est sur le verbe falloir qu'il va falloir, c'est le cas de le dire, concentrer vos efforts. Le premier sens du verbe falloir, effectivement, c'est l'expression d'une conséquence nécessaire. Il faut que 2 plus 2 fasse 4. Le verbe falloir exprime la conséquence nécessaire entre deux termes. Qu'est-ce que la nécessité? C'est ce dont le contraire est impossible. C'est une définition qu'Aristote donne dans la métaphysique. La nécessité, c'est ce dont le contraire est impossible. Pourquoi 2 plus 2 égale 4 est nécessaire? Parce que 2 plus 2 égale 5 est impossible. Le bonheur est-il une nécessité pour l'être humain? La réponse est à l'évidence non. Pourquoi? Parce que la vie est possible sans bonheur. Il y a des tas de gens qui vivent sans être heureux. Donc en fait, l'existence du malheur prouve que le bonheur n'est pas une nécessité au sens fort du terme. Est-ce que ça ne veut pas dire, en revanche, que le bonheur est un besoin? La réponse est si. Le bonheur est un besoin. Qu'est-ce qu'un besoin? Un besoin, c'est le sentiment qu'un bien nous est indispensable. Oui. Oui, mais il y a une différence entre une nécessité logique et un besoin. 2 plus 2 égale 4, c'est une nécessité. Un besoin n'est pas une nécessité au sens strict, puisque, contrairement à la nécessité, je peux manquer. Je peux manquer de quelque chose. Okay, ça ne supprime pas mon être, ça ne supprime pas ma vie, en tout cas pas dans l'immédiat. Alors, la notion de besoin semble indiquer qu'il y aurait dans nos facultés humaines une orientation spontanée vers la quête du bonheur. Dit encore autrement, nous serions naturellement disposés à rechercher le bonheur. Et une question qu'il va falloir poser, c'est précisément qu'est-ce qui fait que l'être humain, contrairement à d'autres espèces vivantes, recherche le bonheur, là où les animaux ne recherchent que le plaisir. Et ne peuvent ressentir au mieux, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'identification du bonheur et de la joie, ne peuvent ressentir au mieux que de la joie ou de l'excitation. Je pense au chien, un chien peut souffrir, un chien peut être joyeux. Est-ce qu'un chien peut être heureux? Je ne le pense pas. Certainement pas au sens où l'être humain peut l'être.
Et donc, il y aura un paradoxe à observer, et à vrai dire, ce paradoxe peut constituer l'objet du problème, d'ores et déjà. D'une part, d'un côté, euh, si l'humanité cherche le bonheur, c'est qu'elle y est prédisposée. Mais si elle cherche le bonheur, ce n'est pas évident qu'elle le trouve. En fait, si le bonheur est un besoin, cela signifie à la fois que l'être humain est destiné au bonheur, et qu'en même temps, ce bonheur peut lui échapper. Un petit peu comme le coyote et Bip Bip, si vous voulez. Le coyote est fait pour attraper Bip Bip, mais il ne l'attrape pas. C'était une analogie. C'était pas à prendre au sens littéral du terme. Deuxième sens de faut-il, du verbe falloir. Enfin, pardon, troisième sens, puisqu'on a vu la nécessité, le besoin. Il y a un troisième sens qui serait l'obligation morale. C'est-à-dire la représentation d'une action, nous l'avons vu avec Kant, comme bonne en soi, comme bonne en elle-même, comme devant être recherchée pour elle-même. Et là, on voit qu'il y a une série de difficultés. Premièrement, la quête du bonheur est-elle morale? Si le devoir moral est désintéressé, et si la quête du bonheur, c'est la quête de mon bonheur, alors la recherche du bonheur ne peut pas être morale, puisqu'elle est intéressée. Si la quête du bonheur est intéressée, et que le devoir moral est désintéressé, ça ne peut pas coller. Ça, c'est la première difficulté qu'on peut rencontrer. La deuxième difficulté qu'on peut rencontrer, c'est évidemment que le devoir moral m'oblige à des actions. Kant dit le devoir, c'est la représentation d'une action comme nécessaire. Or, il n'est pas certain que le bonheur soit une action. Le bonheur n'est pas un acte. En tout cas, certainement pas directement. Comment se représente-t-on le bonheur? Comme un sentiment, comme un état, et non comme un acte. Et pour reprendre la terminologie de Kant qu'on vient d'aborder, je peux avoir de l'inclination pour le bonheur, mais certainement pas du respect, précisément parce que le bonheur est un état et non une volonté, l'action d'une volonté, ou la volonté d'une action plutôt. Alors, troisième difficulté que vous avez d'ailleurs formulée, le bonheur est recherché de notre plein gré, spontanément. Or,
le devoir est une obligation qui m'impose le respect, mais auquel je n'obéis pas de bon gré. Quelle est la différence entre une obligation et la quête du bonheur? Si je vous dis soyez heureux, vous allez dire ok, très bien, pas de problème, je vais tout faire pour. Si je vous dis, alors que vous n'avez pas fait votre introduction pour ce matin, dites-moi la vérité, vous allez avoir l'obligation de me le dire, mais vous n'allez pas le faire de bon gré. Ça va vous faire mal. C'est ça une obligation. C'est ça un devoir. C'est que vous savez qu'il faut le faire, mais vous savez aussi que ça va piquer. Et quatrième sens euh, de falloir, c'est un impératif hypothétique, comme le dit Kant. Autrement dit, cela pourrait représenter une obligation extérieure. Il faudrait être heureux pour autre chose. Alors, deux remarques ici. Ça semble étrange de parler du bonheur comme d'un impératif hypothétique. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le bonheur, c'est une fin en soi. On veut être heureux parce qu'on veut être heureux, en fait. On n'a pas de raison supplémentaire de vouloir être heureux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Quand on cherche le bonheur, on le cherche parce qu'on le cherche, on ne cherche pas autre chose en étant heureux. Or, justement, on peut critiquer cette affirmation, qui est peut-être un peu trop péremptoire. N'y a-t-il pas une obligation sociale d'avoir l'air heureux, de rechercher le bonheur, c'est-à-dire la conception que la société se fait du bonheur et nous impose? La réussite matérielle, la conformité au groupe, etc., etc. Donc, quatre sens du verbe falloir éliminer d'emblée, c'est-à-dire le premier sens, celui de la nécessité. Il n'y a pas de nécessité à être heureux. En revanche, on peut sérieusement se poser la question de savoir s'il y a un besoin d'être heureux, s'il y a une obligation morale d'être heureux, et s'il y a un devoir social d'être heureux. Okay. Et là, on a véritablement trois sens du verbe falloir qu'il va falloir explorer. Et pour le coup, ça sera une nécessité logique. Qu'est-ce que le bonheur maintenant? De manière générale, autre conseil de méthode, ne jamais commencer l'analyse du sujet par ce qui vous semble le plus compliqué à définir, à préciser. Or, comme vous l'avez remarqué, comme vous avez dû le sentir, la question du bonheur est une question dont les contours ne sont pas facilement définis. Conseil de méthode, quand vous avez une notion comme le bonheur, la justice, la liberté, il faut toujours vous demander quelle est la nature de cette chose. C'est quoi comme truc? C'est quoi comme machin? Vous utilisez beaucoup le mot chose dans vos dissertations. C'est parce que vous ne savez pas ce qu'il faut dire. Il faut toujours se demander ce qu'il faut dire à la place de chose. En fait, il faudrait supprimer le mot chose de vos dissertations jusqu'à ce que vous ayez trouvé le mot juste à la place de chose. En fait, une table est une chose. Une chaise est une chose. La cathédrale de Chartres est une chose. Okay. Une chose, c'est une chose. Le bonheur n'est pas une chose.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est que le bonheur est un sentiment. Une fois qu'on a dit ça, beaucoup de choses en fait, mais pas suffisamment. Un sentiment se distingue d'une sensation. Pourquoi? Premièrement, une sensation est localisée. Quand on me chatouille de manière agréable comme cela peut arriver, j'ai une sensation de plaisir localisée. Okay. Quand je suis heureux, je ne peux pas vous dire où je suis heureux. Autrement dit, la notion du plaisir sensible et sensuel, elle est corporelle et elle est localisable, alors que la notion de sentiment concerne tout mon être. C'est pour ça que l'on parle souvent de bien-être pour parler du bonheur. C'est que le sentiment intègre l'ensemble d'un être, c'est-à-dire une personne. Quand j'ai mal quelque part. Quand je suis triste partout. C'est moi qui suis triste. Il y a une identification du sentiment et de la personne. C'est pour ça que on parle d'état. C'est pour ça qu'on parle d'état. On parle d'état pour la tristesse et pour le bonheur, précisément parce que c'est une modification de la personne tout entière, c'est une modification de la conscience, et non pas quelque chose qui peut être localisé. Vous avez compris ça, je pense. Okay. C'est l'évidence même. Autrement dit, il n'y a pas de sensation du bonheur. Et on va comprendre assez vite que la relation entre le bonheur et le plaisir est problématique. Parce que le plaisir est une sensation. Le bonheur est au-delà de la sensation. C'est un sentiment. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre un sentiment et une sensation? Une sensation est quantifiable. Autrement dit, je peux souffrir plus ou moins, je peux avoir plus ou moins de plaisir. Et je peux mesurer d'une certaine manière, et c'est ce que font les sondeurs, les enquêteurs de satisfaction. On peut mesurer le plaisir comme on peut mesurer la souffrance. Un sentiment n'est pas directement quantifiable. Un état est binaire. Je suis malheureux ou non, heureux ou non, triste ou non, amoureux ou non. Et s'il peut y avoir des variations dans cet état, ce sont des variations d'intensité. Autrement dit, ce sont des variations qui sont qualitatives et non pas quantitatives. Il serait absurde de demander à quelqu'un, sur une échelle de 0 à 10, t'es amoureux de combien? Ou t'es triste de combien? En revanche, pour mesurer si un plat est plus ou moins salé, en fait, ça peut se quantifier d'une certaine manière. Mais justement, le bonheur, c'est pas tout à fait la même chose que le sel.
C'est pas tout à fait la même chose qu'une sensation de salé. Okay. Et il y a, à mon avis, une troisième dimension que vous n'avez pas abordée et qui est fondamentale pour traiter le sujet. C'est la dimension d'idéal du bonheur. Le bonheur n'est pas seulement un sentiment, ce n'est pas seulement un état, c'est un idéal. Autrement dit, c'est une représentation d'un maximum de bien-être qui ne sera peut-être jamais atteint. C'est le problème de l'idée de maximum. C'est qu'on peut toujours en repousser la limite. Si le bonheur est une représentation de l'imagination, et si l'imagination me permet d'imaginer n'importe quoi, alors, en fait, cet idéal n'a aucune limite, comme n'importe quel idéal, en fait. Donc on voit qu'il y a vraiment de quoi faire avec ce sujet. Il y a énormément de dimensions à aborder. Il y a vraiment de quoi construire un problème. Alors, le but de ce cours, ça va être de vous faire le cours le plus complet possible, même si l'exhaustivité est un idéal de l'imagination qu'on n'atteindra jamais. Je pourrais vous faire un cours d'1 an sur le bonheur, comme sur n'importe quelle autre notion, et on n'aura jamais fait le tour. En revanche, je vais essayer quand même d'en aborder les principaux aspects. Alors, c'est pour ça que ce cours prend un format un petit peu des autres, puisqu'il va comporter 5 parties, mais des parties qui vont être évidemment plus brèves qu'à l'accoutumée. Je vous fais l'exposé rapide de l'ordre des parties pour que vous en compreniez la logique. Et en fait, vous allez voir que ces parties reprennent les éléments que nous avons vus dans l'introduction. Au fond, dans une introduction, il y a déjà tout, mais en germe. Alors, première partie, on va voir avec Hobbes le rapport entre les facultés humaines et la recherche du bonheur. Autrement dit, la quête du bonheur est-elle naturelle, est-elle spontanée? Deuxièmement, dans une deuxième partie, on va voir le rapport entre le sentiment du bonheur qui vient de l'expérience et l'idéal du bonheur qui vient de l'imagination. Et en fait, ce que va expliquer Kant dans un célèbre texte de la FMM, de la Fondation de la métaphysique des mœurs, texte que nous avons déjà rencontré, c'est que le concept de bonheur est problématique parce que c'est à la fois un concept empirique qui vient de l'expérience et c'est aussi un idéal de l'imagination. Et à cette occasion-là, je vous ferai un cours d'épistémologie, je vous expliquerai la différence chez Kant entre un concept et une idée. Dites-moi. C'est le rapport entre le sentiment qui vient de l'expérience et l'idéal qui vient de l'imagination. Et au fond, le problème, c'est que le sentiment rencontre assez rarement l'idéal de l'imagination, et inversement. Le troisième texte que nous allons aborder, le troisième axe que nous allons aborder, c'est la question de savoir si le bonheur ne peut pas être
une obligation sociale, un devoir social, une obligation que j'ai vis-à-vis des autres de rechercher mon propre bonheur. On verra un texte d'Alain. Il faudra que je le mette dans son contexte. Alors, le quatrième axe que nous allons aborder, c'est la question du rapport entre le bonheur et le plaisir, c'est-à-dire entre le sentiment et la sensation. Et c'est un texte que nous allons tirer de l'utilitarisme de John Stuart Mill, un auteur que nous avons déjà rencontré, pour notre plus grand plaisir. Le cinquième axe et le dernier nous fera revenir vers Kant, et ça va être la question d'un bonheur imposé par l'État. Effectivement, nous avons un État qui a une certaine conception du bonheur à défendre. Nous pouvons le voir actuellement, puisque on peut acheter des clopes, mais il est très difficile d'acheter des livres. Voilà, c'est une certaine conception de l'existence. Et cette question va être celle du rapport entre la vie bonne que peut proposer une société, même que doit proposer une société, et la quête individuelle du bonheur. Donc, le rapport entre le collectif et l'individuel. Voilà. Alors, plusieurs axes problématiques peuvent être proposés. Premièrement, on peut construire le problème autour du rapport entre le besoin et le devoir. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que dans un sujet de dissertation où vous avez une notion qui est au programme et une notion qui est à l'extérieur du programme, toujours choisir de construire le problème autour de la notion qui n'est pas au programme, c'est-à-dire autour du verbe falloir, en l'occurrence. Mais sinon, on pourrait très bien envisager de construire le problème autour de la dichotomie, autour de l'opposition entre le sentiment du bonheur et l'idéal du bonheur. Okay. Mais à mon avis, il vaut mieux problématiser autour de l'opposition entre le besoin et le devoir. Donc je reprends brièvement ce qu'on a vu. Ça sonne dans 5 minutes? Bon, je me grouille. Ou à 10. Ok. Donc d'un côté, si le bonheur est un besoin, nous devons penser à la fois que les facultés de l'être humain disposent celui-ci à rechercher le bonheur. Néanmoins, si ce besoin est également un manque, nous devons penser que les facultés qui poussent l'être humain à rechercher le bonheur sont aussi celles qui peuvent le faire échouer dans cette quête.
d'un autre côté, si le bonheur est une obligation, plutôt si la recherche du bonheur est une obligation, on voit mal comment il pourrait se faire qu'un devoir moral porte sur un état au lieu d'une action, et surtout soit intéressé. Voilà, voilà le problème. Ok. Alors j'en ai terminé pour aujourd'hui.